Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, Code 9 chez Panini Comics. Eh bien, plein de choses merveilleuses et on commence dès maintenant. Et on va commencer par sans doute ce que vous attendiez le plus cette semaine, la plus grosse sortie et le meilleur comics, à mon humble avis, à sortir peut-être dans ce mois de septembre chez Panini. C'est bien évidemment le premier omnibus du run de Mark Waid sur Daredevil, l'homme sans peur, qui voit un nouvel auteur s'attaquer à ses aventures dans une période un petit peu particulière. Parce que Mark Waid, c'est lui qui va en gros s'occuper de Daredevil pendant toute la première moitié des années 2010. Il reprend notre bon Matt Murdock après une période très noire et assez controversée de son histoire, durant laquelle en fait Daredevil a été amnésique et est devenu le chef de la main, l'organisation d'assassins de l'univers Marvel, et pour cette dernière il va commettre un nombre de crimes comme assassiner certains de ses adversaires, comme le Bullseye par exemple. Et ce n'est que suite à une confrontation avec les Avengers que notre bon Dédé va pouvoir retrouver son état normal. Mais évidemment, il va être assez meurtri par cette période et il va revenir à New York après, disons, une petite cure et avec de nouvelles idées en tête. Ce Daredevil un petit peu nouveau, il va choisir de voir la vie en fait du bon côté, de dire adieu à toutes ces années de noirceur, d'horreur et de toutes les drames qui ont pu lui arriver pour tenter d'être plus positif, d'être plus optimiste dans sa vie, alors que beaucoup de bouleversements s'amènent. On va donc suivre un Daredevil particulièrement lumineux, qui arbore un sourire particulièrement espiègle, mais qui n'est peut-être qu'une façade pour cacher des choses encore plus noires qui le transportent en fait au fond de lui. Et on va suivre comment le personnage va peut-être être englouti par toutes ces névroses qu'il souhaite cacher pour pas les imposer à son entourage, mais c'est peut-être ce refoulement qui va amener sa perte. Mark Waid, il va vraiment tenter d'apporter du neuf sur Daredevil. Quand il arrive sur le personnage, au début des années 2010, comme je vous dis, le personnage a déjà vécu des choses assez particulières, mais surtout il va arriver après deux grands runs particulièrement acclamés et excellents, qui sont celui de Brian Michael Bendis et celui de Ed Brubaker, qui ont vraiment proposé de véritables polars noirs d'exception avec le personnage. Et Mark Waid, lui, il se dit que s'il fait ça, il va juste proposer un run sombre de plus, en fait. Il va rien apporter de plus. Et lui, Mark Waid, c'est quelqu'un qui est toujours en fait très respectueux des personnages sur lesquels il arrive. Il a coutume de dire qu'il n'est pas donné à tout le monde de créer des personnages et des histoires qui durent plus de 60 ans. Donc du coup, quand il arrive sur un personnage, il ne dit pas « je vais le révolutionner », il se dit plutôt « je vais le nourrir, je vais lui apporter quelque chose. Une fois que je serai parti, le personnage aura grandi ». Et c'est ce qu'il va décider de faire avec Daredevil, en partant justement vers quelque chose, une histoire peut-être plus optimiste, plus légère, plus lumineuse, comme je vous dis, qui ne cache pas forcément, enfin qui cache peut-être des choses beaucoup plus sombres en son cœur, mais qui va chercher à montrer un Matt Murdock qui fait le bilan de sa vie, qui cherche à proposer autre chose, qui cherche à grandir, qui cherche à amener sa vie justement autre part et peut-être à aller mieux. Et moi, c'est une approche que j'ai particulièrement appréciée. J'adore en règle générale le travail de Mark Waid. Je trouve que c'est quelqu'un justement dont l'optimisme transparaît dans toutes les pages qu'il nous écrit et qui font vraiment du bien. Et ce Daredevil est particulièrement réussi, et moi j'aime beaucoup son approche. Il va être aidé par une foultitude d'auteurs et de dessinateurs particulièrement doués pour son histoire, notamment Paolo Rivera, qui va commencer son histoire et qui va imposer une sorte de norme graphique, notamment avec le sens radar de Daredevil, qui va être mis en scène d'une manière assez sympathique, avec comme des espèces de contours un petit peu colorés qui vont sur le rose ou le violet, qui nous permettent d'épouser le regard du personnage, et qui va être ensuite suivi par des auteurs non moins doués comme Marcos Martin ou Chris Samnee, un auteur avec un style néo-rétro qui va devenir un petit peu le comparse de Mark Waid et qui va, à partir de la moitié en fait de cet omnibus, réaliser l'entièreté du run. Et c'est vraiment super chouette ce Daredevil, et il a été une moult fois récompensé aux États-Unis, notamment d'un Eisner Award en 2012, si je ne dis pas de bêtises, pour celui de la meilleure série continue. Et quand des séries de Marvel ou de DC Comics en ont, c'est qu'elles sont vraiment qualitatives, et c'est vraiment le cas ici. Et je vous dis, du coup, on retrouve vraiment un Daredevil différent, mais qui
conserve bien tout ce qu'on peut attendre de lui, toute l'abnégation du personnage, tout le sens de la justice, tous les drames qui font bien une excellente histoire de Daredevil, mais ici bien cuisiné de manière un peu différente, plus légère et optimiste, et qui nous propose vraiment un nouveau regard et une nouvelle direction pour l'univers de Hell's Kitchen. Donc vraiment, moi c'est une histoire que j'adore. Ce n'est peut-être pas la plus grande série jamais faite sur Daredevil, mais moi c'est possiblement ma préférée, celle en tout cas qui me touche le plus pour les thèmes qu'elle va aborder, justement sur la justice, le racisme, sur la maladie, sur la dépression et toutes ces choses-là. Donc vraiment, moi je ne peux que vous recommander d'aller lire le Daredevil de Mark Waid. Il est vraiment sublime. Et je pense que si vous êtes fan du personnage et que vous ne vous y êtes jamais attelé, vous risquez d'avoir quelques belles surprises à l'intérieur. Et si vous n'avez jamais lu de Daredevil, c'est une très bonne manière de se lancer dedans parce que, comme je vous dis, Mark Waid va tenter de faire un petit peu le bilan du personnage, apprendre tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'il représente et en proposer une sorte de nouvelle version et peut-être de fin. Parce que ce que Mark Waid va faire, en fait, ça pourrait peut-être être la dernière histoire de Daredevil. C'est pas la dernière histoire, évidemment, il y a des choses très très chouettes qui se sont faites après, notamment le run encore en cours de Chip Zdarsky, qui est vraiment fantastique, mais la manière que Waid, en fait, a de montrer un Daredevil qui tente de changer sa vie et d'aller mieux, ça pourrait peut-être être la dernière histoire du personnage, et après ça, on pourrait lui dire de manière très belle, adieu et au revoir pour tout ce que tu nous as fait, et en cela, je trouve que le travail de Mark Waid est particulièrement appréciable, et je pense que pareil, si vous n'avez jamais lu des aventures du perso, ça saura aussi pas mal vous captiver. On enchaîne ensuite avec également une série du début des années 2000. Je veux bien sûr parler de Uncanny Avengers, qui nous revient ici avec son 4e volume. Ce 4e volume est un petit peu particulier dans ce format deluxe, car il signe le début de la 2e partie de la série, durant la période All New, All Different Marvel. Alors pour revenir un petit peu en arrière, Uncanny Avengers, qu'est-ce que c'est? Uncanny Avengers, en fait, c'est une série qui va être créée par Marvel au lendemain du grand crossover Avengers vs X-Men. Dans ce crossover, en fait, on va voir les X-Men menés par Cyclope tenter d'utiliser le pouvoir de la Force Phoenix pour faire revenir les mutants qui ont été annihilés à la suite de House of M et du No More Mutants de Wanda Maximoff. Ils pensent qu'avec le pouvoir du Phénix, ils vont pouvoir réparer cette erreur. Cependant, le pouvoir du Phénix est corrupteur. Il va pas mal, faire tourner de l'œil certains de nos mutants préférés. Et une grande confrontation entre eux et les Avengers va se dérouler et va se terminer tragiquement par, spoiler, la mort de Charles Xavier, tué de la main de Cyclope pendant une crise de folie à la suite de tout le pouvoir qu'il a emmagasiné du Phénix. Du coup, ça va être un événement gravissime qui va fragmenter un petit peu l'opinion publique et surtout les Avengers et les X-Men qui vont ressortir assez désunis de cet affrontement. Mais alors qu'ils commencent à reconstruire un petit peu les choses, Captain America se dit qu'il est temps justement d'arrêter de se séparer et au contraire de s'unir et de montrer au monde que les mutants ne sont pas un danger. Et il souhaite en fait tenter de poursuivre le rêve de Charles Xavier justement d'une union entre les mutants et les êtres humains. Et pour cela, en fait, il va décider de fonder ce qu'il va appeler l'unité des Avengers, enfin l'équipe unité des Avengers, que nous en fait on va appeler plus spécifiquement Uncanny Avengers, qui va rassembler à la fois des Avengers de longue date comme Thor ou Captain America et des X-Men pour faire une sorte d'opération de com et montrer que les mutants ne sont pas à craindre. Cependant, au suite du crossover Avengers vs X-Men, de sombres dessins vont commencer à se nouer, notamment vis-à-vis de Crâne Rouge, le terrible ennemi de Captain America, qui souhaite obtenir plus de pouvoir en s'emparant du cerveau de Charles Xavier et en créant le terrible Onslaught. Du coup, des batailles particulièrement dramatiques et mortelles vont se lancer à partir de là et qui vont toutes se nouer dans les 3 premiers tomes de la série Uncanny Avengers, qui était scénarisé par le grand Rick Remender. À la suite, en 2015, à la suite du crossover entre de Secret Wars, qui mêlait toutes les séries pour un grand baroud final de la série de Jonathan Hickman sur les Vengeurs,
La série Uncanny Avengers va être relancée avec une toute nouvelle équipe dans un tout nouveau contexte en fait, avec toujours la lutte contre Crâne Rouge qui va continuer de plus belle, mais avec une volonté aussi d'inclure les Inhumains dans cette équipe à la suite de tout ce qui s'est passé, notamment des brumes tératogènes qui se sont répandues sur New York et qui ont créé toute une nouvelle génération d'Inhumains. Donc du coup on va voir pas mal de nouvelles personnes rejoindre cette équipe, notamment Deadpool qui va faire son entrée, le Captain America qui va être un personnage vieillissant à la suite de son passage de flambeau avec Sam Wilson. On va voir aussi l'arrivée de la Torche Humaine après le départ, disons, et la mort supposée des 4 Fantastiques. Donc une équipe assez hétéroclite, mais vraiment très très sympathique, qui va être à partir de là écrit par le scénariste Gary Dugan, qui s'était fait connaître à l'époque pour scénariser les aventures de Deadpool et qui va devenir plus tard l'un des grands noms de Marvel, notamment en scénarisant les X-Men. Et ici, il va nous proposer vraiment une série qui n'est peut-être pas aussi réussie et aussi ambitieuse que la première partie de Rick Remender, mais qui propose quand même des choses assez merveilleuses, notamment par les dessinateurs qui se succèdent sur la série, notamment Ryan Stegman, qui a fait plus tard du Venom, ou Pepe Larraz, qui dessine déjà des mutants dans cette série, lui qui plus tard fera House of X Power of Ten, et qui donne une série qui est vraiment assez fun et vraiment très intéressante, qui est vraiment du bon popcorn, qui ne révolutionnera rien, mais qui est vraiment super sympa. Et si vous n'aviez pas forcément lu la première partie, disons les 3 premiers tomes de Uncanny Avengers, vous pouvez, disons entre guillemets, prendre le chemin en route avec cette série et trouver des choses assez sympas, notamment tout un parcours très intéressant pour le personnage de Malicia, un retour de Hank Pym après les événements de Age of Ultron et beaucoup d'autres choses, et bien évidemment la confrontation avec Crâne Rouge qui se fait de plus en plus pressante et de plus en plus dangereuse. Donc voilà, une très bonne série que je vous conseille dans cette deuxième partie avec ce 4e volume. On laisse quelque peu l'univers Marvel à partir de là pour partir dans une galaxie lointaine, très très lointaine, avec les séries Star Wars publiées chez Marvel et Panini Comics, et notamment avec l'arrivée du 5e volume de la série Star Wars, scénarisé par Greg Pak et dessiné par Phil Noto. Un 5e volume qui met un terme à, disons, la première saison des comics Star Wars Made in Marvel, qui s'intéresse en fait à la période entre Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, et l'épisode 5. Et du coup, on va voir un petit peu la transition vers l'Empire contre-attaque se faire tout doucement dans ce 5e volume, avec une idée assez intéressante qui va, en fait, avec Greg Pak, qui va séparer tous nos personnages préférés pour les envoyer sur des missions différentes afin d'amener en fait l'Empire dans des fausses pistes. Parce que l'Empire en fait se fait de plus en plus pressant dans sa recherche de la rébellion, et il va donc falloir leur tendre un petit peu des pièges pour tenter de subvenir à leurs besoins et surtout de monter des bases rebelles amène de combattre au mieux l'Empire. On va donc envoyer Chewbacca et C3PO sur une planète incendiaire afin de la faire exploser et d'amener en fait avec eux, de prendre avec eux nombre de membres de l'Empire. On va voir un Luke Skywalker qui lui justement va partir sur une base rebelle assez, disons, peu protégée pour prendre toutes les personnes possibles et imaginables et les rapatrier sur une base mieux protégée. Et en attendant, on va suivre Han Solo et Leia qui vont partir sur une planète un petit peu de bandits afin de faire porter le chapeau au maître en fait de ces bandits et de le faire croire en fait qu'il fait partie de la rébellion et créer toute une sorte de quiproquo avec l'Empire. Une mission du coup qui va voir nos héros se séparer, mais qui vont chacun donner le meilleur d'eux-mêmes pour tenter de s'en sortir. C'est disons un 5e volume qui est toujours très sympa et qui montre surtout la grande maîtrise de Greg Pak dans le scénario de science-fiction, lui qui nous avait déjà ravis dans les années 2000 avec sa saga de Planète Hulk, fait toujours des merveilles dans ce sens-là, et il est aidé au dessin par le très bon Phil Noto, qui est un auteur qui vient à la base du monde de l'animation, qui avait été intervalliste sur le film du Roi Lion, s'il vous plaît, et qui montre ici une mise en scène extrêmement cinématographique qui met bien en avant le script de Greg Pak, à la fois très grandiloquent mais aussi très ingénieux dans la manière de séparer les personnages et de tenter de nous montrer le meilleur d'eux-mêmes dans ce cas. C'est du coup un volume que je vous recommande très fortement, qui fait justement la jonction avec l'épisode 5 et qui termine de très belle manière cette première ère de Star Wars Made in Marvel. On enchaîne aussi avec d'autres volumes un petit peu plus secondaires de l'univers de Star Wars chez Marvel, notamment
notamment avec le deuxième volume de la saga Han Solo et Chewbacca qui vont montrer les deux acolytes avant qu'ils rejoignent la rébellion et pendant leur période un petit peu plus contrebandier, qui est vraiment assez sympathique, qui avait été scénarisé par l'auteur Mark Guggenheim, surtout connu pour avoir co-créé la série Arrow chez la CW. On va retrouver aussi un nouveau volume de Star Wars, la Haute République, spécifiquement ici dans les sagas Les Aventures, qui sont du coup cette nouvelle période de l'univers de Star Wars qui nous présente en fait l'âge d'or des Jedi, avant du coup les événements assez dramatiques de la prélogie, et ces aventures-là en fait sont plus proposées pour un lecteur jeunesse, young adulte, qui nous présente les aventures d'une nouvelle Jedi qui souhaite en tout cas d'une nouvelle utilisatrice de la Force qui souhaite par-dessus tout rejoindre l'ordre Jedi. Du coup, des aventures toujours très très sympas si vous voulez lancer vos enfants dans cet univers si riche. Également, vous allez pouvoir retrouver les sorties du mois pour l'univers de George Lucas, avec le troisième volume de Hidden Empire, qui sont du coup le crossover qu'on suit actuellement dans les pages de Star Wars, de Bounty Hunter, de Dr. Aphra, etc., qui montre la guilde en fait des contrebandiers en guerre avec l'Empire, et qui est vraiment toujours assez sympathique, toujours scénarisé par l'auteur Charles Soule, qui est un petit peu le grand maître d'œuvre de Star Wars actuellement, et toujours proposé dans une version à la fois souple et une version collector, avec une couverture de la très bonne Peach Momoko. Et enfin, on termine ce petit tour d'horizon des sorties de Panini Comics avec le nouveau volume des Chroniques de Conan. Cette collection qui s'intéresse à rééditer les aventures, la série Savage Sword of Conan, la cultissime série de Conan lancée par Marvel dans les années 70, qui a la particularité d'être en noir et blanc, ce qui le faisait qu'elle était un petit peu plus mature et un petit peu plus gore que les autres séries Marvel de l'époque. Et ici, disons, le temps file assez vite, parce qu'on se retrouve déjà dans la deuxième partie de l'année 1994, avec des aventures scénarisées par le grand Roy Thomas, qui faisait alors son grand retour sur l'univers du Cimmérien. Du coup, toujours une collection magnifique qui réédite ces classiques de la bande dessinée américaine. J'en profite du coup que ce volume-là soit sorti, pour vous rappeler que actuellement Panini est en train de rééditer cette série-là en fait dans des omnibus, donc magnifiques, omnibus également en noir et blanc, qui devraient être complets en fait en 10 tomes à peu près, dans une dizaine de tomes, et qui réédite en entier toutes ces grandes aventures, si vous n'aviez pas forcément envie de vous lancer dans cette longue quête qui sont les Chroniques de Conan. Vous pourrez retrouver ces magnifiques aventures dans les omnibus Savage Sword of Conan. Donc de quoi bien se régaler avec les aventures du Conan de Robert Howard. Et bien voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien aiguillé sur les sorties de la semaine, qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans le magnifique run de Mark Waid sur Daredevil, qui est vraiment un de mes chouchous et qui est une de mes séries préférées du Marvel de ces dernières années. Donc n'hésitez pas à aller retrouver tout ça dans le descriptif de la vidéo, où on aura en visite au 49 rue La Cépède à Paris. On aura beaucoup de plaisir de parler de toutes ces sorties avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous voulez rater aucune de nos prochaines présentations, et à nous laisser des petits commentaires pour nous donner vos avis sur toutes ces belles sorties. Moi, en attendant, je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.